J'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Céline ou Aileen, je pense que maintenant vous avez l'habitude. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'allumer ma caméra pour vous parler d'un sujet qui est pas forcément attendu je pense sur ma chaîne. Donc pour faire simple, je vais vous parler de ma maladie. Yay! Alors, il y a 5 ans, j'ai été diagnostiquée du coup d'une maladie assez... Enfin, qu'on n'entend pas tous les jours, on va dire. Ça s'appelle la rectocolite hémorragique chronique. Et du coup, je voulais en parler un petit peu avec vous et vous expliquer ce que c'était, comment je le vis, le traitement, enfin tout ça en fait. Vous parler un petit peu de tout ça parce que c'est vrai que souvent... quand on est malade, enfin les maladies c'est un peu tabou, on n'aime pas en parler et pourtant je trouve ça bête parce que après tout c'est de l'information et je me dis que moi j'aurais bien aimé en fait quand on m'a dit t'as cette maladie, j'aurais bien voulu je sais pas pouvoir trouver sur YouTube quelqu'un qui en parle un petit peu et qui dit de façon légère on va dire ce que c'est, légère et claire ce que c'est et comment on le vit sans avoir tout le drama autour qu'on peut avoir avec ton médecin, tes parents, etc. Juste les choses claires et nettes. Et en tous les cas, ce que je tiens à dire, c'est que du coup, c'est mon vécu personnel face à ma maladie. Tous ceux du coup qui sont atteints de cette maladie-là ne le ressentent pas de la même façon, de la même intensité, seront sans doute beaucoup plus sérieux que moi. Que ce soit par le suivi du traitement, etc. Enfin, je vous raconterai tout ça. Et encore un autre petit disclaimer, je ne suis absolument pas médecin. La seule blouse que j'ai portée de ma vie, c'est ma blouse d'esthéticienne. Et franchement, c'était pas génial. Donc, je claim en rien avoir la science infuse sur cette maladie. Rien du tout, c'est juste pour vous parler un peu de mon expérience et vu qu'en ce moment je suis en pleine crise, je pense que ça peut se voir à mes cernes, etc. Je me suis dit que c'était le bon moment parce qu'en fait, clairement, je suis en arrêt à cause de cette crise, donc je pense qu'à ça. Donc autant en faire une vidéo et vous expliquer et en plus comme ça, moi ça me permet de quand on me demande « Ah mais oui, t'as une maladie, c'est quoi ?» Au pire, je pourrais leur montrer cette vidéo. Donc voilà, on va pouvoir commencer, rentrer dans le vif du sujet. Je pense que pour faire, on va dire, plus simple et pour éviter que je dise un peu n'importe quoi, parce que j'ai pas les bons termes, je vais vous lire d'abord en gros la description Wikipédia de ma maladie. Et ensuite, je vous simplifierai parce que moi, mon gastro m'avait dit il y a 5 ans pour me faciliter, on va dire, la vision de vraiment ce que c'était. Et voilà, donc on va commencer. Donc la rectocolite hémorragique chronique, RCH, ou colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique intestinale qui affecte l'extrémité distale du tube digestif. En gros, le côlon et le rectum. Son étiologie est inconnue, bien qu'une composante génétique constitue une hypothèse. Effectivement, la composante génétique, ça me paraît quand même assez... assez probable vu que moi, mon père est atteint de cette maladie et il se trouve que du coup ma soeur et moi on a toutes les deux des maladies intestinales. Donc moi j'ai la même maladie que mon père et ma soeur s'est retrouvée à avoir Crohn. Donc c'est fort probable. Elle est classée dans les maladies auto-immunes. Donc c'est une maladie qui agit par poussée ou par crise et qui ne se guérit pas. Ce qui nécessite un traitement médicamenteux à vie. L'objectif des traitements est que les rémissions durent le plus longtemps possible. Donc son diagnostic repose essentiellement sur les examens cytologiques qui accompagnent les prélèvements lors d'une coloscopie. Donc en gros, pour vraiment savoir si vous avez cette maladie, vous allez être obligé de faire une coloscopie. Et on fait des petits prélèvements, que ce soit dans le tube digestif, clairement, et de toute façon au niveau du côlon, au plus près. On fait des petits prélèvements et ensuite ils envoient ça à un labo et on peut vous dire du coup si vous avez la maladie.
Les malades atteints de RCH ou de la maladie de Crohn sont parfois sujets à la laxophobie. Alors, la laxophobie, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai. J'avais jamais mis un terme dessus, mais c'est clairement quelque chose que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la peur d'aller dans des endroits qui sont bondés ou d'aller quelque part et qu'il n'y ait pas de toilettes. Ça peut paraître ridicule hein, comme ça, mais moi je sais que c'est un truc qui m'obnubile. J'ai très très peur de ça et ça me stresse énormément. On va plutôt appeler ça plus que de la peur, on va dire que c'est une énorme dose de stress dans ma vie. C'est ça quand je suis en période de crise, parce qu'autrement j'y pense pas trop. Mais j'ai toujours peur du coup de pas avoir de toilette et de me faire dessus. Parce que durant les crises, moi j'ai pas appelé ça poussée, enfin durant les poussées si vous voulez, mais moi j'appelle ça des périodes de crise parce que c'est toujours comme ça qu'on en a parlé dans ma famille. Durant les crises en fait on peut avoir en fait plein de faux besoins. Et en fait, donc les faux besoins, en fait, c'est juste des énormes coliques qui font très très mal. Et il faut être dans les toilettes dans la minute ou les 2 minutes qui suivent parce qu'autrement, ça sort. Et donc souvent, du coup, c'est juste des glaires et du sang. Mais on se fait dessus, quoi. S'il n'y a pas des toilettes immédiatement, on se fait dessus. Ça peut être accompagné de diarrhée. Donc voilà. C'est pour ça que c'est tabou aussi, je pense, toutes les maladies d'intestin, hein, c'est parce que c'est vraiment pas glamour. Mais ouais, non, c'est vraiment un énorme stress chez moi. Il faut toujours qu'il y ait des toilettes, que je sache qu'il y ait des toilettes. Et du coup, tout ce qui est transport en commun, enfin, tout ce qui est train, machin et tout, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur, l'avion, le train, tout ça, parce que c'est pas des endroits non plus, des toilettes hyper bien, des fois elles sont fermées, etc. Enfin bref. Et du coup, je suis jamais vraiment à l'aise là-dedans parce que je me dis, purée, si là j'ai besoin, si j'ai un faux besoin, je suis dans la merde. Donc voilà. Passons du coup à l'étape suivante. Oui, pour une fois, j'ai mon petit carnet parce que je me suis dit que j'allais essayer de faire les choses de façon claire et pas trop longue, mais bon, je pense que si, ce sera trop long. Donc moi, mon médecin, mon gastro, hein, la façon dont il me l'a expliqué de façon plus claire, parce que là, ils disent pas vraiment ce que c'est clairement. En gros, dans mon tube digestif et du coup mon intestin et le côlon, j'ai plein de petites coupures faites par le fait. En fait, à cause du fait que je digère pas très bien et toute ma nourriture en fait va abîmer du coup mon intestin et à force va faire des petites coupures. Et du coup, en période de crise, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces coupures s'ouvrent, que ce soit à cause du stress, de la fatigue, ou tout simplement du fait qu'on ait trop mangé des choses qu'il ne fallait pas. Tout ce qui est fibres, etc., forcément, ça va couper un petit peu plus. Et du coup, en fait, ces coupures s'ouvrent, ce qui fait que ce qui peut être digéré va être normalement transformé en vrai sel, mais va être surtout accompagné d'énormément de sang et de glaire. Donc voilà, en soi, quand on va aux toilettes, on a du sang, un petit peu de sel et des glaires. Les faux, du coup, on va dire les faux besoins, par contre, ça va être que du sang et des glaires. Je pense que je vais vous mettre juste une image... je vais vous mettre une image du côlon, en fait, atteint. Enfin, vous allez voir, ça va pas être dégueu non plus. Mais bon, si vous aimez pas ça, je préfère vous prévenir. Là, je vais juste vous mettre une image, en fait, d'un côlon atteint par la maladie. Et vous allez voir, en fait, du coup...
quelle tête ça a. Moi, au quotidien, comment je le vis? Alors, je suis quelqu'un dont il ne faut absolument pas suivre l'exemple. Je déteste les médicaments. J'ai jamais aimé ça et je déteste l'idée d'ajouter quelque chose dans mon corps. Donc honnêtement, quand je ne suis pas en crise, et il faut vraiment pas faire ça. Il faut franchement, parce que du coup, je pense que j'aurais pu avoir des crises beaucoup plus douces. Sauf que ce n'est absolument pas le cas parce qu'en fait, je ne prends pas mon traitement de fond. Il faut toujours prendre son traitement, c'est très important. Et là, je regrette et du coup, là, je prends mon traitement, mais c'est déjà un peu trop tard. Dans la vie quotidienne, honnêtement, je le sais, je fais toujours attention. Je fais genre je fais pas attention, mais en fait je fais toujours attention. Je sais que si j'évite l'alcool déjà, sauf quand je sais que je vais vraiment être, quand je suis dans un mood où je sais que là je vais faire la fête, etc. Dans ma vie de tous les jours, je prends pas d'alcool, vraiment que quand il y a des soirées, et je fais très peu de soirées, donc voilà. Dans la nourriture, moi je me prive pas. Faut savoir que par exemple, mon père, lui, se prive énormément de choses parce qu'il n'a pas envie de provoquer une crise. Donc il a vraiment le meilleur comportement à adopter. Hein. Moi je me prive pas et du coup après je fais des crises. Ouais, la vie au quotidien, en vrai, ça n'affecte pas autant que ça en dehors des périodes de crise. Je sais exactement quand je suis fatiguée parce que je commence à avoir les douleurs du coup de rectocolite et du coup tout simplement je me pose maintenant. Quand je sens que là mon ventre ça va pas le faire, tout simplement je me pose. Ah oui, du coup je vais vous parler quand même là en temps de crise. Alors en temps de crise, moi j'ai deux façons de vivre la crise. Si j'ai de la chance, je vais avoir mal pendant 2 jours, je vais avoir peu de sang, énormément de glaire mais peu de sang, en 2 jours je vais avoir vraiment très mal. Il faut savoir que ce sont des poussées de douleur, donc c'est à dire que on a un petit peu mal au ventre la journée et ça va être des spasmes en fait de douleur et là on a vraiment l'impression qu'on vous plante 15 000 couteaux dans le ventre, c'est hyper douloureux. Dans ces cas-là, en plus du coup, tellement mal que on a chaud, on a froid, on n'arrive pas à tenir debout, enfin c'est compliqué. Quand le spasme est là, ça dure très peu, ça dure quoi, 1 minute cette douleur-là, mais atroce comme ça dure une minute, après ça continue à faire mal pendant 20 minutes, un peu plus, 20-30 minutes, des fois 1 heure. Et après ça repasse, mais ça revient comme ça. Donc ça, on va dire, c'est quand j'ai assez de chance et ça part assez vite une fois que je prends mon traitement, etc. J'ai plus de saignement au bout d'1 semaine et demie. Et ensuite, je continue à prendre mes médicaments jusqu'à ce que, en gros, mes selles redeviennent normales. Autrement, ce qui est là est en train de se passer en ce moment, ça fait très mal. Mal tout au long de la journée, en plus des spasmes de douleur qui là sont juste insoutenables. La douleur du coup dure pendant les 2 premières semaines. C'est dur de manger parce que dès qu'on mange forcément on doit digérer ensuite, donc on sait qu'en fait on va morfler encore plus après. Les 2 premières semaines, c'est mieux de rester au lit. Enfin, en tout cas, moi, je reste au lit avec une bouillotte. Là, je me suis levée, mais après, je vais aller me recoucher. Ouais, c'est très douloureux, avec beaucoup de sang, beaucoup de glaire et très peu de vraie sel. Moi, là, j'en ai presque pas. Honnêtement, j'ai presque que du sang et du coup, des glaires qui sortent. Donc, c'est pas top. J'ai de la chance dans le sens où j'ai très peu souvent de la diarrhée. Il faut savoir que énormément de gens, d'ailleurs je pense que la majorité qui sont en crise, c'est pas du tout moulé les selles qui sortent. Je vous avais dit, ça va être très glamour, c'est une maladie des intestins, donc voilà, faut s'accrocher. Ouais,
Ça fait mal. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça fait très mal quand on est en période de crise. Y en a qui sont comme quand moi ça va et qui du coup arrivent à gérer leur journée normale et juste bon bah de temps en temps ça fait très mal et puis hop ça repart et on continue la journée. Ou alors ça peut vraiment être très douloureux, beaucoup de sang, ça peut impressionner. Les premières fois moi ça m'a impressionné de fou parce que bon quand c'est quelqu'un d'autre qui le vit, on sait déjà c'est un peu impressionnant, mais quand c'est à nous que ça arrive, que quand on va aux toilettes il n'y a que du sang, des machins, tu comprends pas, ça peut être très impressionnant. Après, on fait avec, clairement on fait avec, c'est beaucoup moins dramatique que ça en a l'air. Bon, c'est très douloureux, ça je vais pas mentir, c'est extrêmement douloureux quand vous avez des spasmes. Vous avez l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous tuer. Hein. On va même pas... C'est vraiment ça. Ensuite, du coup, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler du traitement. Alors, normalement, tous les jours, il y a le traitement de fond à prendre. Mais du coup, moi, ce que j'ai, je pense qu'il y a plein de gens, ceux qui ont Crohn ou ceux qui ont, du coup, comme moi, vont connaître ce médicament, c'est le Fivasa. Donc ça, c'est mon traitement de fond. Ce sont des comprimés que j'ai à prendre. J'en avais 6 à prendre en 400 grammes. Et là, du coup, on a changé avec mon médecin. On a décidé que j'allais en prendre seulement 2. De 800 grammes. Donc pour moi ça va être beaucoup plus facile en fait parce que je supporte pas de mettre quelque chose dans mon corps, donc devoir prendre déjà tous les jours minimum 6 cachets, ça allait pas quoi. Ensuite on a en période de crise le Pentasa. Donc le Pentasa ce sont des suppositoires à mettre. Et après les lavements, le Quadraza. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai. C'est pour ça que mon traitement aussi, j'ai du mal à le suivre parce que on va être clair, hein, clairement, me mettre quelque chose dans les fesses, voilà, j'ai vraiment du mal psychologiquement. Donc ouais, faut savoir que si vous avez cette maladie, c'est des choses qu'il faudra faire. C'est très compliqué de garder en plus les traitements de crise, parce qu'il faut, pour que ça agisse, il faut les garder au moins 30 minutes. Ça fait mal. Pour le coup, ça fait vraiment mal et c'est très compliqué à garder. Voilà. Bien prendre son traitement, c'est très important. Voilà. Ah oui, alors le traitement de fond, ça peut avoir deux conséquences. Enfin, conséquences. Déjà, ça va être un peu énervant quand vous allez devoir prendre des médicaments, hein, parce que, et cette maladie-là aussi, tout simplement parce que c'est c'est une maladie, un traitement que vous allez devoir prendre tous les jours, donc il faut adapter tous vos médicaments dès que vous êtes malade pour quelque chose d'autre à ce médicament-là et à votre maladie. Par exemple, moi, je peux pas prendre d'anti-inflammatoire parce que ça liquéfie le sang, donc si je suis en crise, enfin de toute façon en fait ça va provoquer une crise quoi, vu que ça liquéfie le sang forcément. Je vais avoir du sang qui va sortir après, donc ça c'est pas possible. Donc maintenant je suis team paracétamol. Il va y avoir ça. Ensuite c'est là qu'on voit que c'est très important tout ce qui est assurance maladie et mutuelle finalement, parce que le coût du traitement est très cher. Juste une boîte de comprimés pour du coup le traitement juste de fond. Juste le traitement de fond, le Fivasa, c'est vers les 90 €, un peu plus il me semble. Donc heureusement, il faut faire très attention du coup à tout ce qui est mutuelle et assurance maladie et bien sûr demander à être prise en 100%, c'est-à-dire en ALD. De toute façon, dès que vous allez être diagnostiqué un rectocolite, on vous fera le dossier pour l'ALD tout de suite, hein. Mais bon. Ensuite, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Juste en fait le pourquoi je pense j'ai fait cette vidéo, parce que ça peut paraître un peu bizarre. Déjà parce qu'en fait, à chaque fois que
moi quand je dis que j'ai une maladie, les gens c'est quoi, etc. Et du coup je peux juste leur montrer la vidéo, j'ai pas besoin de refaire tout le blabla, etc. Pour un peu dédramatiser aussi la chose, parce que enfin j'aurais bien voulu avoir quelqu'un là comme ça qui explique ce que c'est, et je sais pas, dans à peu près ma tranche d'âge, etc., sans que ce soit un adulte ou un médecin. Enfin, je suis une adulte. Mais enfin bref, vraiment quelqu'un d'un peu plus jeune qui me l'explique, où je puisse moi plus me rattacher, on va dire, que un médecin qui va te l'expliquer de façon très détachée et beaucoup moins en détail, ou alors que moi j'avais la chance, j'avais mon père du coup qui connaissait ce que c'était, hein. Du coup il a pu m'expliquer, mais du coup lui par contre il dramatisait beaucoup plus la chose. C'est une maladie à prendre très au sérieux, mais bon, on vit avec, hein. Il n'y a pas... c'est pas mortel, c'est bon, on vit avec, il n'y a pas de souci. Et ouais, en fait, quand on parle de maladie, j'ai l'impression que soit les gens ils te prennent en pitié, soit ouah, enfin juste en fait, ou alors c'est tabou. Ouais, soit ils te prennent en pitié, soit c'est assez tabou. Donc voilà, j'avais un peu envie de briser ça. Et puis justement, ouais, briser ce tabou de wow, c'est une maladie des intestins. C'est vraiment ça. Il y a d'autres maladies qu'on peut parler, sauf que les maladies des intestins, c'est tellement pas glamour, parce que là, on parle de sel, on parle de choses comme ça qui sont vraiment, disons-le clairement, c'est dégueulasse. Et du coup, les gens, ils en parlent pas. Et on essaye de le cacher. Et en fait, je trouve ça trop bête, parce que je connais du coup des gens qui ont d'autres maladies des intestins, etc., qui n'en parlent pas, et c'est une fois que moi, tu vois, j'ai dit ah bah moi j'ai des problèmes à ce niveau-là, machin et tout, qui vont en parler, parce que c'est pas glamour du tout, et je trouve ça bête. Je trouve ça bête parce que c'est pas de notre faute, c'est une maladie comme les autres. Donc même si certes du coup ça parle de sang, de sel, et ben écoutez, c'est comme ça, et vaut mieux de temps en temps avoir quelqu'un qui vous explique vraiment clairement ce que c'est, plutôt que de laisser les gens s'imaginer, se faire tout un film. Donc c'était vraiment ça que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc ouais, comme je vous dis, là en ce moment je suis en période de crise, et du coup j'ai ça dans la tête tout le temps, parce que là par exemple je vais aller me recoucher parce que j'ai mal. Donc j'avais un peu envie de me vider la tête de ça, et de vous en parler, parce que je pense que ça peut être intéressant. Franchement, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément, enfin dans la vie publique connaît pas, en tous les cas. Crohn, les gens commencent à connaître quand même beaucoup plus. La rectocolite, quand on me demande ce que j'ai, et je dis mais vous allez pas connaître. Si, dis quand même. Je dis ah bah j'ai une rectocolite hémorragique chronique. Les gens ils me regardent, ils sont ah non, je connais pas, non. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler. Et puis je sais pas, imaginons, je ne sais pas comment ça pourrait être possible, mais imaginons qu'un jour il y a quelqu'un qui tape ça sur YouTube parce qu'il se dit ouais, je veux voir si on vient de me dire qu'il y a possibilité que j'ai ça et tout, et ben ils vont tomber peut-être sur ma tête qui leur explique ce que c'est, et la façon dont je l'ai vécu, et je pense que ça peut être un peu pratique, et comme ça on peut se... Donc c'était tout pour aujourd'hui. Écoutez, n'hésitez pas à... je sais pas, à partager vos expériences, vos commentaires, je sais pas là en fait, n'hésitez pas à commenter, et puis à liker, à vous abonner si c'est pas le cas, et puis on se retrouve une prochaine fois, on va se retrouver dans un meilleur état, ouais, voilà c'est tout, allez ok, bye.